Bonjour à tous. Dans ce cours audio, nous allons procéder à l'analyse du texte 10, extrait des Fables de La Fontaine, intitulé Les deux coqs. Pour que cette séance vous soit profitable, il faut évidemment que vous ayez lu le texte attentivement et que vous ayez par vous-même fait des repérages. Je vous demanderai d'essayer tout d'abord de procéder à votre propre découpage du texte et à essayer de trouver une problématique. Ensuite, je vais donc procéder moi à l'analyse de manière un peu plus forcément magistrale entre guillemets qu'en cours. Je vous demanderai de prendre des notes de la manière la plus précise et la plus complète possible, comme si vous étiez en cours, sauf que vous n'avez pas le support du tableau. Je vais commencer par vous lire le texte avant de passer à l'analyse en elle-même. Alors, les deux coqs, pour que vous retrouviez la source, c'est une fable extraite du livre 7 et il s'agit de la fable numéro 12. Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux mêmes on vit le xanthe teint. Longtemps entre nos coqs le combat se maintint, le bruit s'en répandit par tout le voisinage, la gent qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur, le vaincu disparut. Il alla se cacher, au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite, possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu, les amours et la gloire, tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser quel caquet, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille. Alors, tout d'abord, introduisons et présentons le texte. D'un point de vue thématique, il s'agit d'une des nombreuses variations sur le thème de la fortune. Fortune avec un F majuscule, dans le sens de chance et de malchance. Thème qu'on retrouve dans d'autres fables, comme par exemple la laitière et le pot au lait. Première thématique, mais on a aussi comme thématique secondaire l'orgueil. L'orgueil dont on aura occasion de parler. De plus, dans les éléments remarquables de ce texte, il faut noter qu'on a ici une parodie d'une épopée antique, à savoir l'Iliade. L'Iliade, puisque on y retrouve la poule comparée à Hélène de Troie, et les deux coqs qui se battent peuvent évoquer son époux Ménélas, ainsi que pour l'autre coq, Paris, qui enlève Hélène à Ménélas dans le mythe antique. Cet animal du coq, justement, est assez récurrent chez La Fontaine. Il s'agit vraiment de l'archétype de l'orgueil, de la fierté. C'est un animal prétentieux et, qui plus est, belliqueux, agressif. Par exemple, on retrouve cet animal avec les mêmes caractéristiques dans La perdrix et le coq, dans la fable 7 du livre 8. Je disais donc que cette fable est une réécriture parodique de la guerre de Troie. On a une allusion explicite à la querelle des Troyens et des Grecs après l'enlèvement d'Hélène par Paris. Ici donc nous avons deux coqs qui vivaient en paix jusqu'à l'arrivée d'une poule. Ces deux coqs étant donc Paris et Ménélas, la poule étant Hélène, l'objet de convoitise. Il faut aussi situer rapidement, préciser le registre du texte. Le registre qui est assez particulier, le registre est héroïque-comique.
avec un tiret entre héroïque et comique. C'est un registre qui consiste en fait à parler en termes nobles, en termes hauts, d'un sujet plutôt bas, afin de créer un effet parodique. Je m'explique. Dans cette fable, on parle en termes épiques, toute la situation est associée à une bataille légendaire, alors que finalement, il ne s'agit que d'une querelle de basse-cour entre deux coqs. Donc vous voyez, il y a un décalage entre le sujet réel, un combat de coq, et la manière dont il est traité sur un registre, sur un ton très élevé. De plus, pour terminer sur l'introduction, la fable établit ici un lien très fort, très marqué, un lien d'ordre véritablement philosophique entre la fortune qu'on pourrait paraphraser par la chance, cette fortune qui un jour sourit à un personnage et un jour lui retire tout. Donc un lien philosophique entre la fortune d'une part et l'orgueil de l'autre. L'orgueil insolent se trouve puni, soit par son propre excès, soit par un coup du sort. Ce qui, forcément, nous pousse à nous demander si l'on n'est pas l'artisan de son propre sort, si l'on ne récolte pas tout simplement ce que l'on sème. Alors, ce qui nous emmène à la problématique du texte, assez simple, je pense. Tout simplement, on pourrait se demander en quoi cette fable constitue-t-elle une réécriture parodique d'un épisode de l'Iliade. Je tiens, avant d'avancer, à redéfinir deux petites notions. Tout d'abord, la notion de parodie. Une parodie, c'est un texte ou un ouvrage qui, à des fins comiques ou à des fins satiriques, va imiter une partie d'une œuvre sérieuse, connue, tout en la tournant en ridicule. L'autre notion importante qu'on a évoquée, c'est celle d'épopée. Une épopée, qu'est-ce que c'est? C'est un long poème ou un long récit en prose, dont le style est très soutenu et qui va exalter un grand sentiment collectif, et souvent à travers les exploits d'un héros historique, d'un héros légendaire. La plus connue étant évidemment la double épopée écrite par Homère, l'Iliade, et sa suite, l'Odyssée. À présent, essayons de procéder à un découpage du texte. Il me semble que l'on peut découper le texte en 3 mouvements, assez disparates en termes de longueur d'ailleurs. Pour le premier mouvement, nous serions du vers 1 au vers 18, et là il s'agit de toute la parodie du motif de la guerre de Troie. Le deuxième mouvement, lui, s'établirait des vers 19 à 28 environ, et serait construit autour des aléas de la fortune, fortune qui est ici personnifiée. Et le dernier mouvement serait tout simplement les vers, un très court mouvement, des vers 29 à 32, qui contiendrait tout simplement l'expression de la moralité de la fable. Passons donc à présent à l'analyse plus détaillée des mouvements. Tout d'abord, commençons par, bien évidemment, le premier, donc on a dit des vers 1 à 18, ce qui est la parodie du motif de la guerre de Troie. Le texte s'ouvre sur un constat simple, un constat factuel, le basculement de la paix à la guerre après l'arrivée d'une poule. On a une phrase qui est d'ailleurs de construction simple, factuelle, à l'aide de propositions coordonnées. Ce qui va évoquer un petit peu la présentation de ce qu'on appellerait l'argument d'une pièce de théâtre, du sujet d'une pièce.
l'argument d'une pièce ou bien d'un roman. Voilà, on est dans la présentation très simple, à partir d'une structure simple, de l'histoire, de ce qui va advenir. À partir du vers 3, s'amorce le côté parodique. Tout d'abord, on note l'apostrophe directe d'un amour qui est personnifié, allégorisé. Ça se perçoit à la majuscule et à l'usage de la deuxième personne, le tu. Je cite, Amour, tu perdis trois, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée. On note d'ailleurs à cette occasion le passage à l'alexandrin, vers de 12 syllabes, vers noble et épique par excellence. La démarche se poursuit au vers 5, le vers qui est Où du sang des dieux mêmes on vit le Xanthetin, à travers la référence aux dieux et au fleuve Xanthe. Nous avons des références directes à Homère. C'est un épisode de l'Iliade où les divinités Arès, divinité de la guerre, et Vénus, divinité de l'amour, sont blessées au bord du fleuve Xanthe, alors qu'ils tentent de prendre part au combat. Donc, dans ce choix de vocabulaire, dans le choix de ces références, on a une emphase extrêmement évidente, qui est bien sûr en décalage avec le sujet réel du texte. Donc on est passé en quelques vers de l'anecdote, une histoire de coq et de poule, à l'argument véritablement épique. Euh, on évoque aussi au vers 6 la durée de ce combat. Longtemps entre nos coqs, etc. etc. Alors cet adverbe, ce longtemps, pourrait être une évocation du temps durant lequel a duré la guerre de Troie, c'est-à-dire 10 années chez Homère. De même, outre cette évocation temporelle, on a une insistance très marquée sur le bruit de ces combats à travers le mot la rumeur, parce que ce bruit, cette rumeur, est vraiment la condition sine qua non, c'est-à-dire la condition nécessaire d'un récit épique. Il ne suffit pas de se battre, il faut que ce combat reste dans l'histoire, avec un grand H. Le texte se poursuit en continuant sur cette tonalité parodique, puisqu'on a ensuite une arrivée massive de, je cite, au vers 8, la jante qui porte crête. Le terme jante, G-E-N-T, évoque un public de qualité, bien évidemment. Il ne s'agit pas de n'importe qui, tandis que le port de la crête serait, alors évidemment, une référence à la crête que portent les coqs sur leur tête, mais peut-être aussi une référence parodique aux cimiers des casques antiques. Les cimiers souvent à plumes, même si la présence de plumes sur le cimier évoquerait plutôt des cimiers romains que grecs dans la forme. Mais bon, on retrouve quand même cette couleur antique. Ensuite, si nous continuons notre avancée dans le texte, au vers 9, on a l'évocation d'une Hélène au beau plumage. Hélène au beau plumage, il faut y voir une parodie des traditionnels, ce qu'on appelle les épithètes homériques. Je m'explique, quand Homère qualifie un personnage, on va y retrouver une somme d'adjectifs accolés à son nom. Par exemple, Ulysse le rusé, Achille le puissant, Hélène la belle, bien évidemment. Donc cette Hélène au beau plumage semble parodier un petit peu cette manière qu'a Homère de qualifier ses personnages. Donc on poursuit par cette évocation sur le registre héroïque-comique.
grâce à ces épithètes et aussi grâce évidemment à l'évocation d'Hélène de Troie pour définir une poule. On remarquera au passage que ce vers 9 n'est pas un alexandrin. C'est un octosyllabe, vers de 8 syllabes, beaucoup plus court, qui crée un effet de rupture, un effet de coupure par rapport au reste du texte. Ça incite vraiment sur le caractère incongru, étrange, absurde, j'ai envie de dire, de cette comparaison entre Hélène et une poule. Voilà, le fait de revenir à un vers plus bref crée un effet d'arrêt quand on lit le texte et forcément va attirer l'attention du lecteur sur un élément qui est dissonant. Continuons. Le caractère des combattants, des deux coqs, est lui aussi également traité sur un mode héroïque-comique, puisque le vaincu part, je cite, se cacher au fond de sa retraite. Là, on a vraiment l'image du héros vaincu qui est frappé par la honte. Pourquoi part-il? Je cite, pour pleurer sa gloire et ses amours. Là encore, on a un jeu de La Fontaine sur une situation et un lexique, un vocabulaire qui sont empruntés au domaine plutôt tragique, puisqu'on a des termes comme rival, le terme objet, et puis la récurrence du terme amour. Donc un lexique très élevé, un lexique tragique. Là encore, j'insiste, puisqu'il faut remettre les choses en contexte, pour traiter d'un combat de coq. Donc, cette somme d'allusions parfois épiques, parfois tragiques, est un petit peu contrebalancée, voire même invalidée, par le vers 16. Il aiguisait son bec, battait ses flancs. Dans les récits épiques, avant de combattre, il y a une phase, souvent décrite de manière très, très insistante, la phase d'armement du héros, voilà, où il met son armure, etc. etc. Ici, on n'a pas de héros en train d'affûter son épée, de mettre son armure, on a un coq qui aiguise son bec et qui bat ses flancs, hein, parce que fait un coq, tout simplement, dans une situation normale. Donc, cette parodie de la phase épique traditionnelle de l'armement du guerrier ramène le tout à une réalité qui est finalement beaucoup plus animalière. De même, au vers 17, on remarque qu'on retourne à nouveau à l'octosyllabe. Ça vient trancher avec l'emphase épique. Tant qu'on est dans l'épique, on est dans l'alexandrin. Et quand on revient à l'octosyllabe, un vers plus court, plus modeste, et plus adapté à la réalité du coq. Ce qui nous permet de passer à présent au deuxième mouvement. Donc nous sommes des vers à présent 19 à 28, les aléas de Dame Fortune. Pourquoi Dame Fortune? Parce que, alors, Fortune étant ici personnifiée par l'usage de la majuscule, ce motif de fortune, une figure mythique qui incarnerait la chance et la malchance, dans de très nombreux textes, d'ailleurs dès le Moyen Âge, fortune est souvent comparée à une dame au caractère très changeant, qui parfois apporte tout et parfois retire tout. Alors, entrons un petit peu dans les détails. À partir du vers 19, on a un quatrain à rime croisée. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter victoire. Un vautour entendit sa voix, adieu les amours et la gloire. Bon, rime croisée, puisque regardez le schéma des rimes.
Le premier vers rime avec le troisième, le second rime avec le quatrième. Alors, beaucoup de choses changent à partir de là. On abandonne un petit peu ici la parodie de récits épiques. On abandonne aussi le point de vue du vaincu qui préparait sa vengeance, hein. On le laisse tranquille quelques vers. Et on passe à autre chose, à la question du vainqueur, qui est empli d'orgueil, qui va chanter sa victoire comme un héros qui a triomphé, irait parader dans la cité. Alors, en très peu de vers, pardon, il se passe beaucoup de choses. Il y a une multiplicité d'événements dans un passage extrêmement court, extrêmement concis. Ce qui est très différent d'ailleurs du premier mouvement, où il y avait au contraire un étalement. Le premier mouvement était long, ici passait peu de choses, parce que il y avait cette emphase, cette insistance qui ralentissait le rythme. Au vers 20, euh, on a le seul, et je dis bien le seul vers en décasyllabes, c'est-à-dire 10 syllabes, de toute la fable. En quoi c'est important que ce vers soit unique? Parce que son caractère unique, son unicité, permet de le mettre un petit peu en valeur, en lumière. Euh, le, Qu'est-ce qui est mis en lumière? C'est le péché d'orgueil du vainqueur qui va chanter sa victoire. Dans les aspects parodiques, on note une parodie très brève de la mort du héros, à travers les mots adieu les amours et la gloire. Euh, Quand un héros meurt, il y a généralement un temps dans le récit épique où le narrateur, le poète, chante la mort du héros, souvent de manière assez longue. Ici, on retrouve un peu le même genre de termes, adieu, les amours et la gloire, mais sur un seul vers, et pour parler d'un coq qui vient de se faire manger par un vautour. Ce qui donne un côté un petit peu incongru et qui rend le texte plus moqueur. Euh, le tout culminant vraiment au vers 23, voilà, avec tout cet orgueil péri sous l'ongle du vautour. On a un contraste entre un orgueil important, un orgueil conséquent, celui du coq, et la métonymie de l'ongle, c'est-à-dire de la griffe du vautour. Un simple ongle qui, en un vers, vient mettre fin au récit épique. Euh, alors, il ne faut pas je pense qu'il ne faudrait pas se fourvoyer vers une interprétation qui est tentante, qu'on trouve parfois chez La Fontaine, qui serait celle selon laquelle on trouve toujours plus fort que soi. Voilà, le vautour qui a mangé le coq. C'est vrai, mais c'est pas le propos ici. C'est un peu hors de propos. Le vautour, il n'est pas caractérisé, il n'est pas décrit. C'est simplement, il faut vraiment y voir la représentation un petit peu allégorique du destin, ce que les latins appelaient le fatum, ou encore de la fortune. Euh, le, le coq s'est vanté, a fait preuve d'orgueil. Alors, soit on considère qu'il a été puni par les dieux pour son orgueil et pour son hubris, soit on considère qu'il n'a tout simplement pas eu de chance, parce que le hasard, le simple hasard, le fait qu'un vautour passe par là, peut mettre fin à n'importe quel triomphe. Ce qui nous conduit aux deux derniers vers du mouvement, euh, qui sont plutôt là sur un mode plaisant. Euh, on a cette rime qui fait rimer coquet et caquet. Caquet qu'on peut comprendre, qu'il faut comprendre dans le sens de discours, parce qu'il parodie le discours amoureux. Alors, ainsi, pour conclure sur ce mouvement, de manière ironique et paradoxale, on nous dit
il eut des femmes en foule. Alors, notre vaincu se retrouve propulsé vainqueur et il eut des femmes en foule. Non pas seulement celle pour laquelle il se battait, la fameuse Hélène au beau plumage du vers neuf, mais des foules de femmes, enfin de poules. Ce qui remet vraiment en contexte la valeur de cette Hélène au beau plumage. Toute cette discorde, toute cette guerre est ici rejetée dans la catégorie indistincte des femmes en foule. Celle pour laquelle les deux coqs se sont battus n'est plus finalement qu'une poule parmi d'autres dans un poulailler. Ce qui m'emmène enfin au troisième mouvement, très très bref, des vers 29 à 32, à savoir l'expression de la moralité. Alors, cette expression de la moralité, elle est en fait double, puisqu'elle est constituée à la fois d'un constat et d'un conseil. Donc, c'est une moralité qui ne va pas se contenter de procéder à une sorte de généralisation du récit, un passage du particulier au général, comme on le dit trop souvent concernant les morales des fables. De toute manière, finalement, dans cette fable, la morale a déjà été donnée en termes d'action, puisque le coq a été tué par son orgueil. On a donc une morale en deux parties. Tout d'abord, le constat. La fortune se plaît à faire de ses coups, tout vainqueur insolent à sa perte travail. Alors, cette phase, c'est effectivement une phase de généralisation, comme dans les morales traditionnelles de La Fontaine, puisque on nous dit quelles leçons tirer de ce qui s'est passé. Mais ça ne s'arrête pas là. Vient s'y ajouter un conseil. Défions-nous du sort et prenons garde à nous après le gain d'une bataille. On est sur le ton du conseil même très appuyé par l'emploi de verbes à l'impératif. Défions-nous et prenons, l'impératif à la première personne du pluriel. Alors, dans ce passage, on peut voir deux choses. Soit, évidemment, une classique leçon de prudence, particulièrement après un triomphe. Tout simplement, voilà, après avoir triomphé de quelque chose, faites attention, restez prudent, les choses peuvent basculer si on se montre trop confiant. Soit. Deuxième chose, alors j'entre sur un terrain un peu plus précis, on peut y voir un conseil plus spécifique à l'une des personnes, l'une des personnes à qui La Fontaine dédie les fables, à savoir Louis XIV. Il faut savoir, petit point historique, qu'à ce moment-là, Louis XIV venait d'avoir un triomphe militaire brillant en Europe et venait de signer un traité de paix qu'on appelle la paix de Nimègue, N-I-M-E, accent grave G-U-E. Donc, un moment de triomphe pour ce cher Louis XIV, peut-être que La Fontaine est en train d'avertir, de procéder à un avertissement de moraliste envers un orgueil insolent, de prévenir Louis XIV que, effectivement, les choses peuvent basculer assez vite, que la fortune est changeante et versatile. Pour résumer, on sera parti d'un coq qui a été étendu à un héros épique, puis on a eu un retour au monde animalier, puis pour terminer par un conseil qui pourrait bien s'adresser aux puissants en général dans leur globalité. Pour conclure, on pourra évidemment hésiter un petit peu sur cette notion de fortune qui est assez
qui est assez complexe. Soit on considère que le coq a été puni, je dis bien puni, par une instance supérieure pour son orgueil, c'est-à-dire qu'il a commis une faute et que quelque chose l'a puni, une divinité. Donc un petit peu dans le système des mythes grecs où celui qui se hausse au-dessus de sa condition est puni pour son orgueil, pour son hubris. Donc, première interprétation. Ou on peut aussi considérer que le coq a tout simplement été la victime du hasard, euh, parce qu'il s'est mis à la portée du hasard par imprudence. Dans ce cas, il ne s'agit pas tant d'une punition pour l'orgueil, mais plutôt d'une imprévoyance, d'un manque de prudence, un manque de prudence coupable qui l'a mis en position d'être vaincu, enfin d'être ici détruit, tué par quelqu'un de plus fort et de plus puissant. Voilà qui conclut donc cette analyse de la séance 10. N'hésitez pas à m'écrire sur École Directe si vous avez des conseils, des questions ou besoin de conseils. Et n'hésitez pas aussi à noter vos questions à l'écrit pour m'en faire part quand vous reviendrez en présentiel. Je vous souhaite une bonne journée.